avec Jean-François Aquili. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Olivier, bonsoir Xavier Bertrand. J'ai envie de débuter cet after RMC par, vous savez, une information fournie par le Financial Times et qui a fait réagir Vincent Payon aujourd'hui chez nos confrères de Radio J. Alors vous savez que le Qatar aurait proposé à Nicolas Sarkozy de prendre la tête d'un fonds souverain estimé à 500 millions d'euros destiné à investir dans des pays émergents. C'est ce que le FT a révélé et Vincent Payon a déclaré aujourd'hui, j'imagine que ça veut dire qu'il a renoncé à la vie politique s'il acceptait une telle proposition. Quelle serait votre réaction vous-même si Nicolas Sarkozy participait à ce fonds souverain? Bon, déjà, M. Payon ferait mieux de s'occuper de nos enfants et de l'école et d'arrêter de jouer à l'idéologue en chef qui notamment supprime l'apprentissage à 14 ans. Mais la question lui a été posée, non, mais, je lui répondais à une question. Ok, voilà. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, pour Nicolas Sarkozy, les choses ont été démenties par son entourage. Et ensuite, quelles que soient ses activités, conférences ou autres, laissez-le faire ce qu'il veut, puisqu'il a dit qu'il voulait tourner la page de la politique. Laissez-le faire ce qu'il veut. Là, vous le renvoyez au vestiaire, vraiment. Hein. Non, mais attendez, vous me demandez, ça va. Oui. Et ça a été démenti sur le fond, par son entourage, oui ou non? Oui, voilà, sans doute. voilà. Mais vous savez, les propos de Valeurs Actuelles ont été à la fois validés et démentis. Donc on ne sait jamais, puisqu'il est absent de la vie politique pour le moment. Si vous l'invitez et qu'il vous répond, vous saurez à quoi vous en tenir. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que la méthode qui consiste à être en dehors du débat et de laisser entendre qu'on pourrait revenir un jour dans le débat en question est une bonne méthode? Parce que ça le maintient très populaire vis-à-vis de l'opposition, des électeurs de l'UMP, on va dire. Oui, mais il est évident qu'un leadership comme celui de Nicolas Sarkozy ne se remplace pas du jour au lendemain. Et qu'il est évident que ce ne sera que la primaire de 2016 qui permettra de savoir exactement quel est celui qui portera les couleurs de la droite et du centre. C'est compréhensible. Ma question, c'est, vous pensez qu'il peut revenir en 2016 et décemment être candidat après avoir été aussi longtemps absent? Elle est compliquée, votre question. Non, elle est simple. Non, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il a résolument en tête, au-delà de ce qu'il a dit à la Mutualité, à savoir qu'il voulait tourner la page, et que dans cette interview, s'il a vraiment dit qu'il n'avait plus cette envie de la politique, et lui qui disait en permanence qu'il faut avoir l'envie. Alors, Xavier Bertrand, je voudrais revenir par ailleurs sur la question de la crise européenne et la cure d'austérité imposée aux membres de l'Union. Vous avez marqué un temps d'arrêt tout à l'heure à la question que vous a posée Yann Anthony Nogues. Nous vous réécoutons. L'austérité, stop ou encore? Stop. Mais encore? Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'il faut absolument guérir budgétairement et mourir économiquement et socialement. C'est plus possible. Alors c'est clair, est-ce que, pour bien comprendre, vous êtes, Xavier Bertrand, favorable, oui ou non, au sérieux budgétaire des pays membres de l'Union, ou faut-il s'affranchir des règles que veut nous imposer Bruxelles? Vous savez, la règle des 3% par exemple. Non mais attendez, c'est pas tout à fait la même chose, je ne vais pas jouer sur les mots. Mais l'austérité, ça veut dire quoi? Qu'on coupe tous les budgets. Tous les budgets, par exemple, de 5 ou de 10%. Ça s'appelle la règle à calcul, passer à la toise. Ça ne marche pas dans la vie réelle. Ça ne marche pas. Admettons, par exemple, que vous décidiez de passer à la toise le budget de l'emploi en France. Mais ça n'a aucun sens. Alors qu'au contraire, il faudrait relancer les politiques de l'emploi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur la baisse des charges. Attendez, si c'est pour dire, dans ces cas-là, que la politique est une affaire qui peut être confiée aux technocrates, aux professeurs, aux comptables, aux banquiers, très peu pour moi. Et d'ailleurs, dans ces conditions-là, vous pouvez refaire le reportage des paroles de français que vient de présenter Olivier Mazerolle. Alors là, ce sera encore plus sévère que ça ne l'est. D'ailleurs, on l'a vu en Italie. Alors justement, il y a eu cette décision inédite ce week-end. L'Eurogroupe a décidé de sauver, si on peut dire, Chypre en lui accordant après, c'était pas 17 milliards, mais 10 milliards d'euros, en mettant à contribution les déposants des banques de Chypre. Alors concrètement, je lis, la BCE, le FMI et Bruxelles, bien sûr, ont dit oui à un système qui consisterait à ponctionner, c'est très précis, 9,9% sur les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros et 6,75% en deçà, c'est-à-dire tous les épargnants de Chypre sont mis à contribution. Est-ce que vous trouvez ça Vous connaissez normal? La situation chypriote? Parce que qui est-ce qui a tous les dépôts très importants? Ce sont des investisseurs étrangers. Russes? Pas seulement, d'autres de l'Europe, de l'Union européenne, qui plaçaient leur argent à Chypre en profitant un peu d'un dumping fiscal. Que eux aussi soient taxés, vous croyez que je vais pleurer?
Alors certainement pas. Mais dites-moi, parce que ce sont les investisseurs étrangers. Les autres chypriotes. Oui, d'accord, parce qu'il est vrai que à peu près, si je ne me trompe pas, sur à peu près 100 000 euros, ils doivent peut-être perdre 5 à 7 000 euros à peu près. Mais en revanche, ceux qui vont y perdre beaucoup, ce sont ceux qui ont placé beaucoup d'argent, investi beaucoup d'argent, qui ont joué. Et qui ont joué d'une certaine façon contre l'économie chypriote et qui aujourd'hui ont perdu. Ces investisseurs étrangers, je vais vous le dire, je ne sors pas mon mouchoir pour pleurer sur leur sort. Et les autres habitants de Chypre qui pourraient être au passage un petit peu sollicités, on va dire? Pas dans les mêmes proportions, évidemment. Mais encore une fois, parce que les choses n'ont pas été faites à temps. Parce que les réformes n'ont pas été faites à temps. Je voudrais rappeler qu'à Chypre, quand même, pendant des années, c'était un président communiste. Alors, en matière de réforme ou de bonne gestion, j'ai d'autres références. Bon, c'est toujours le même problème. Les réformes qui interviennent trop tard, interviennent trop fort. Et hélas, je crains que ce ne soit aussi ce qui guette la France. Parce que François Hollande, qui refuse de réformer à temps, de s'engager dans les réformes structurelles, cela va être encore plus douloureux pour les Français. Donc, vous validez, oui, la décision de l'Eurogroupe concernant Chypre? Oui, tout à fait. Autre sujet avec vous, Xavier Bertrand, qui mérite un éclaircissement. Faut-il armer les rebelles syriens, comme le souhaite François Hollande et David Cameron également? Voici ce que vous avez répondu tout à l'heure à Olivier Mazerolle. C'est la question avant tout des missiles sol-air qui pose problème. Quelle garantie nous avons que ces armes qui seraient livrées par la France, un jour, ne se retourneraient pas contre les soldats français ou contre les intérêts français? Quelle garantie avons-nous? Si l'on donne ces armes à l'ASL, l'armée de libération de la Syrie, donc les opposants au régime de Bachar, est-ce qu'on est sûr que ce sont bien des modérés qui vont les utiliser et pas des djihadistes? Tant que nous n'avons pas cette garantie, je vous propose une autre solution sur laquelle je pense qu'il faut savoir se battre, c'est-à-dire d'imposer un blackout aérien. Donc, question en deux temps. C'est la première, c'est non à des livraisons d'armes rebelles, c'est clair. De missiles sol-air. Seulement les missiles sol-air. Qu'est-ce que vous leur donnez aux rebelles? Tout le reste? Non, écoutez, déjà, la première des choses, il faut déjà la diplomatie et bouger la communauté internationale. On sait ce qui se passe au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la question de la Russie. Enfin, ça fait 2 ans qu'on essaye. Oui, ça fait 2 ans. Peut-être aussi que cette proposition peut faire bouger les choses. Et si elle est de nature à faire bouger les choses, tant mieux. Il faut aussi que la France ne fasse pas cavalier seul. Même s'il est avec l'Angleterre, il faut aussi essayer de bouger l'Europe. Mais comprenez bien que tout le monde veut que ce charnier s'arrête. Que ce dictateur, que ce boucher s'en aille, qu'il quitte le pouvoir et qu'il réponde de ses actes. Oui aux armes. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne doit pas aussi avoir une lecture responsable et de se dire que si on livre des armes et qu'on n'a pas la garantie à 100% qu'elles ne se retourneront pas un jour contre des soldats français ou des intérêts français, que personne ne veut courir ce risque-là. Je pense que là aussi, c'est une démarche de bon sens. Donc pas tous les types d'armes, c'est ça? Bien sûr, je vous l'ai dit, la question des missiles sol-air. Retenons aussi la leçon de l'Afghanistan, où à l'époque des missiles Stinger avaient été livrés. On sait ce qui est arrivé par la suite. Je voudrais juste revenir sur la question de défense, parce que les questions de livraison d'armes, c'est une chose. Il y a la question de la défense. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une forme quand même de consensus sur l'intervention militaire française au Mali. Il est en train de se préparer quelque chose qui peut être très grave pour l'armée française, mais aussi pour la nation. Vous parlez du budget de la défense, c'est ça? La question du livre blanc. Le livre blanc. Le livre blanc de la défense, qui devait être présenté en fin d'année dernière et qui est régulièrement retardé. On nous dit qu'il y aurait des réunions dans les jours qui viennent. Je demande au président de la République de bien considérer que la défense, que l'armée doit être érigée en priorité nationale. L'emploi, l'éducation, la santé, la défense en fait partie aussi. Il y a deux logiques à ça. Si les décisions qui sont aujourd'hui préparées par Bercy, par la technocratie, voient le jour, nous ne serons plus en mesure, dans les années qui viennent, d'avoir une force de projection de 4000 soldats au Mali, comme ça a été le cas. Alors, on pourra toujours avoir des forces spéciales, mais ça, ce ne sera plus possible. Le deuxième aspect, Jean-François Aquili, le deuxième aspect, c'est qu'il y a derrière la question de la défense une logique industrielle et d'emploi. Et que si on prend des mauvaises décisions, qui viseraient notamment à faire reculer les effectifs dans l'armée, mais aussi dans l'industrie de défense, de plusieurs dizaines de milliers de salariés dans les années qui viennent, vous ne rattraperez jamais le retard. Donc vous dites, on ne touche pas au budget de la défense, c'est ça? Vous pouvez éviter qu'il n'augmente, vous pouvez même passer, certains disent on est à 1,56%, faire en sorte qu'on reste à 1,5%, mais si vous descendez, vous affaiblissez notre pays, et d'autre part, vous affaiblissez aussi notre puissance industrielle et nos emplois. Et les décisions que vous prenez aujourd'hui, les décisions ne se rattrape jamais. Ce qui se prépare, c'est une véritable catastrophe budgétaire. Je dis au président de la République qu'il ne faut pas
passer la règle à calcul, le rabot, sur le budget de la défense, n'importe comment. Que ce budget fasse aussi des économies, c'est compréhensible. Mais de le sacrifier comme c'est en train de se préparer au nom de l'austérité budgétaire, c'est une folie. Apparemment, les discussions sont en cours et les arbitrages ne sont pas encore pris. Regardez, j'ai vu en plus une chose sur la question politique. Il est temps que le président de la République rompe avec les Verts. L'interview aujourd'hui, du moins les propos prêtés à M. Placé qui dit qu'on n'a plus besoin de forces terrestres, qu'il n'y connaît rien alors qu'il se taise. Les Verts aujourd'hui qui refusent l'exploitation du gaz de schiste. Les Verts aujourd'hui qui veulent augmenter le diesel, c'est un drame pour notre pays. Et sur ce sujet, je préfère avoir 2 ministres verts au chômage parce qu'ils ont quitté le gouvernement plutôt que des dizaines de milliers de salariés vous répondez au aux chômage. Questions qui sont préparées. Comme le général de Gaulle. Comme le général de Gaulle. Voilà. Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous ce soir. Cette émission, vous pourrez la revoir si vous le souhaitez sur BFM Business à 22h. Et moi, j'en profite pour dire à tous ceux qui ont eu l'habitude et la gentillesse de nous suivre dans cette aventure de BFM 2012 et puis BFM Politique ensuite, de leur dire un au revoir parce que je vais prendre d'autres fonctions à la tête d'un quotidien, La Provence, qui est un des grands titres de la presse quotidienne régionale. À partir de dimanche prochain, c'est Jean-François Aquili qui va me remplacer. Il sera très présent. Oui, d'accord, mais vous serez très bien. Un honneur de vous remplacer. Vous serez très bien, Jean-François. Et puis, je voudrais, une fois n'est pas coutume, citer un peu les noms de ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure. À commencer par Farida Setiti, qui est absente ce soir pour des raisons personnelles, mais qui a été très présente tout au long de cette émission. Et puis Edwige Chevrillon, qu'on a vu tout à l'heure, Emmanuel Le Chypre, Christophe Onodibio, Charlotte Chaffanjon, Yann Anthony Noguès et bien d'autres. Puis ceux qu'on ne cite pas, qui sont derrière là-bas, qui font en sorte que ça fonctionne, cette émission. Isabelle Pincel, la chef d'édition, et puis toute la régie. Voilà. Merci à tous. Merci Xavier Bertrand. Et merci à vous. Je le dis aux professionnels exigeants que vous êtes, beau challenge que vous relevez. Voilà, et puis le journal de 22h vous sera présenté par Marc Hautement tout à l'heure.